You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit Alexis Trépanier qui vient nous parler d'un projet qui a monté pour cet été qui s'appelle Nous sommes l'été. Donc vous en avez peut-être entendu parler. En fait, c'était une série d'ateliers, de formation et un labo de création qui s'en vient très bientôt. Donc il y avait plusieurs volets en fait au projet Nous sommes l'été. Au niveau des stages de formation, il y avait un sur l'art du clown qui a eu lieu du 9 au 17 juin. Ensuite, il y a eu un stage de travail de partenaire avec Joanie Douville et Milan Panagigon qui était du 18 au 25 juin. Par la suite, il y a eu le Action Theater qui a lieu du 30 juillet au 8 août. Donc, ça commence très bientôt. Et il y a également le labo de création dont on parlait qui va être du 11 au 30 août. Donc, tout d'abord, bonjour Alexis, ça va bien? Salut, JD, merci de m'inviter pour parler de cette chose-là. Donc, Alexis, en fait, une des choses les plus fascinantes, je trouve, à propos de ça, c'est un petit peu ton parcours, d'où tu viens et où tu en es en ce moment. Donc, ce serait intéressant d'en entendre parler. En ce moment, tu es un étudiant. Oui, j'ai terminé la première année de l'UQAM l'an dernier, puis je vais commencer la deuxième année en septembre. Puis c'est ça. J'ai commencé sur le tard. Dans le fond, j'ai découvert les arts de la scène bizarrement exactement ici. Là, le podcast est enregistré au Théâtre Impro Montréal. Puis c'est ici que j'ai commencé à découvrir mon expressivité puis le monde du jeu. Puis c'est ça. De là, j'ai fait plein d'activités qui m'ont mené à la danse éventuellement. Donc, tu faisais les cours d'improvisation qui se donnaient ici? C'est ça, de 2009 à 2012, je dirais. J'ai été pas mal intensément ici. Il y a même eu une couple d'années où est-ce que j'étais comme ici, quasiment tous les soirs. Fait que j'ai fait le programme Impro Montréal ou Montreal Improv, parce que j'ai commencé en anglais. Ils ont un programme vraiment progressif d'apprendre l'impro. C'est de l'impro-comédie, c'est vraiment pour le fun le soir, mais il y a du monde qui se développe vraiment là-dedans. Puis moi, ça m'a fait découvrir que j'aime ça jouer. Éventuellement, j'ai aussi découvert que j'étais très physique comme personne expressive. Puis j'en suis venu à prendre des cours de théâtre physique. J'ai fait toute ma formation de clown avec Francine Côté, que j'ai terminé l'an dernier à peu près il y a exactement 1 an. Puis c'est ça. Entre-temps, j'ai commencé les cours de danse, les cours du soir pour adultes débutants, à Divertimento puis à l'ANMI. Puis ça a progressé. J'ai fini par remplir mon horaire de cours de danse. Puis je me suis dit, tant qu'à ça, je vais m'y engager à temps plein. Fait que c'est ça que je fais depuis l'an dernier. Et qu'est-ce que tu connaissais du milieu de la danse avant de commencer à prendre des cours? Est-ce que déjà tu avais des connaissances en danse? Est-ce que tu allais voir des spectacles? J'ai commencé à aller voir des spectacles. Pendant un bout de temps, j'habitais aux États-Unis, puis j'avais des amis qui étaient danseurs, puis qui m'ont comme donné des billets gratuits. Tu sais, je m'étais pas imaginé que j'allais aimer ça, mais j'ai vraiment, tu sais, c'est fascinant. J'ai découvert ça à ce moment-là. Je faisais beaucoup de yoga, puis physiquement, j'ai été assez sédentaire, sauf pour le yoga. Fait que j'avais comme une mini porte à l'intérieur du corps, mais juste de voir des gens bouger. De façon tellement libre, j'ai commencé à trouver que c'est un médium. J'ai juste trouvé ça fascinant dans le fond. Puis je me serais pas imaginé faire ça moi-même parce que j'étais déjà dans la vingtaine avancée quand ça commençait à m'intéresser en tant que consommateur. Mais finalement, j'ai commencé à me tenir avec des danseurs. Puis quand je suis revenu à Montréal, encore là, bizarrement, j'ai rencontré des danseurs. Fait que ça a comme été par osmose en plus. Puis c'est ça. Ça s'est fait comme assez progressivement. Donc, une des choses qui est surprenante, c'est que on te voit très souvent dans des événements de danse. Donc, si on va voir des spectacles, s'il y a des soirées justement plus rassembleurs pour le milieu, tu es très souvent là. Ce qui est surprenant en fait de ça, c'est que pour un étudiant de première année, c'est rare que ça arrive. Tu sembles déjà vraiment
t'impliquer dans le milieu, chercher à apporter quelque chose au milieu, et le côté communautaire semble très important pour toi. Donc, ce projet-là semble une continuation de ça. Est-ce que c'est un petit peu ce qui t'avait motivé à faire le projet Nous sommes l'été? Disons l'effet que ce soit un peu surprenant qu'un étudiant de première année en danse se retrouve comme à des endroits où c'est des gens plus établis ou qui ont plus d'expérience. C'est peut-être le fait que je suis plus vieux. Je me suis tenu dans le fond avec ma gang d'amis, c'est des gens qui auraient fini autour de 2002-2005, tu sais. Fait que c'est du monde qui ont fini l'ADMI ou l'école de danse contemporaine il y a assez longtemps. Moi, je me suis comme inséré à ce groupe, tu sais, c'est assez fluide comme groupe d'amis, parce que la danse en soi, c'est des groupes qui se font, qui se défont, qui se rassemblent, Fait que moi, dans le fond, j'étais au centre de ça. J'ai un bon ami qui fait de la musique pour la danse. Il participe à beaucoup de projets. Bientôt, il va faire la musique pour... il y en a déjà fait pour Audrey Bergeron, puis plein de monde, en fait. Puis c'est un bon ami de longue date, puis c'est à travers lui, j'ai rencontré vraiment plein de monde. Fait que ça a fait en sorte que j'étais déjà un peu là. Tu sais, j'allais dans les événements en tant que l'ami de Antoine, tu sais. Puis éventuellement, moi-même, j'ai commencé à danser, fait que j'y allais de mon propre gré, puis je savais qu'est-ce que j'aimais aussi, fait que je vais tout le temps dans les choses qui m'intéressent. Fait que c'était ça avant que j'aille à l'école. Puis aussi, avant d'aller à l'UQAM, je prenais tous les cours, pas tous, mais beaucoup de cours à 303, Circuit Est, les cours du RQD. Parce que c'était ça que je voyais de disponible, même s'il y avait des choses trop avancées pour moi, physiquement, là, je veux dire techniquement. J'avais du fun. Fait que tu rencontres du monde dans ce temps-là. Puis c'est ça, avec la première année de l'UQAM, je savais que je m'engageais dans quelque chose qui était qui avait un décalage au niveau de la maturité, comme en termes de se gérer soi-même, puis les activités qu'on fait en première année à l'UQAM, j'en ai besoin, je peux pas me le cacher, je suis nouveau encore à la danse, fait que ça a été super formateur d'avoir ce cadre-là, puis j'ai déjà une bonne discipline, mais de le faire avec une intention assez claire, d'une formation complète, ça m'a vraiment donné un espèce de momentum. Mais ce que j'ai vu dans cette dynamique-là, c'est les choses qui me manquaient à moi, dont la planification de mon propre été, qui était comme, bon, là, je pensais, bon, mais pendant l'année, j'ai raté toutes ces belles affaires-là au Studio 303, dont Action Theater, qui m'intéressait vraiment, dont j'ai entendu parler d'ailleurs sur votre podcast. Fait que là, j'ai appelé Sarah Build, puis j'ai demandé, as-tu des plans de faire un atelier pendant l'été? Elle était pas sûre, elle pensait pas nécessairement à Montréal, puis j'ai demandé si j'organise des activités, est-ce que tu aimerais ça que je forme un groupe pour qu'on puisse faire Action Theater cet été. Fait que vraiment l'idée d'organiser plein de projets pendant l'été, ça a commencé avec ça. Fait que quand j'ai commencé à parler au monde autour de moi, first à l'école, puis éventuellement aux autres qui planifiaient leur été, puis qui étaient encore, il y en a plein qui s'en vont parce qu'il y a des beaux ateliers en Europe puis partout, mais il y en a plein aussi qui restaient puis qui travaillent puis qui vont composer leur propre horaire. Fait que c'est ça, avec Joanie aussi qui me parlait de son du workshop qu'elle développait avec Milan. Ça aussi, ça m'intéressait. On n'a pas vraiment de ça à l'école. Fait que d'être à l'écoute de ce qui était autour de moi, puis de mes propres envies, puis bon, le fait que j'ai de l'expérience en gestion d'équipe puis en gestion de projet de mon ancienne / actuelle carrière, j'ai eu toutes ces idées-là, puis aussi je viens du monde de la communication en ligne. Fait que pour moi de faire d'assembler ces ressources-là, c'est comme un peu naturel. Fait que c'est comme ça que c'est composé. C'est une des choses intéressantes à propos des choix que tu as fait au niveau de Nous sommes l'été. Les 3 stages de formation semblent remplir un peu une lacune dans les programmes
d'études en danse, en fait. Donc, tu as mis là-dedans le clown, le théâtre physique, donc l'Action Theatre de Sarah Bild, le travail de partenaire. Est-ce que quand tu as choisi de faire ce côté-là, le commissariat d'une certaine façon du projet, c'était volontaire d'aller chercher ce que tu voyais comme une lacune dans les programmes? Comment est-ce que tu es allé chercher ces 3 projets-là spécifiques? Tu as parlé un peu d'Action Theatre, mais pour les autres, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu t'es dit ça, on devrait mettre ça, on devrait amener ça, ça serait valide pour la formation des danseurs? Ben, premièrement, la chose à laquelle je pensais, c'était ce que moi je veux faire. Aussi, tout comme travail de partenaire, bien que ce soit moi qui veuille le faire, ça se fait pas tout seul, tu sais, littéralement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ça. C'est pas planifié au programme à l'UQAM. Je sais pas si dans les autres programmes ça l'est. Je sais qu'à l'école de danse contemporaine, il y en a. En fait, à l'UQAM, il y a un je me souviens plus de son nom, Sylvain. Sylvain Lafortune? Ouais. Qui, lui, vient souvent enseigner cet atelier-là. Mais il n'est pas nécessairement à l'horaire pour ma cohorte. Puis Joanie était venue donner un cours justement dans mon année, parce que des fois, il y a des enseignants invités qui viennent pour quelques cours. Parce que sa partenaire de travail dans la vie, Ariane Boulet, était une assistante enseignante dans un cours d'interprétation. Fait que juste avoir ce input-là de filles qui sont actives dans le domaine, qui viennent nous enseigner, comme Ariane nous enseignait une fois par semaine. Puis de façon ponctuelle, elle a invité Joanie pour des impros reliés à ce qu'on apprenait en interprétation. Puis tout le monde a trippé sur cette journée-là. Elle a amené plein d'activités, tu sais, pas nécessairement le format qu'elle présente dans son workshop, mais plein d'activités reliées à ça. Éveiller la conscience à sa relation à l'autre. Moi-même, j'ai trippé, tout le monde a trippé dans ma classe, fait que je me suis dit, tu sais, il y a personne qui aimera pas ça. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé pour celui-là. Bon, le Action Theatre, c'est de l'impro. Puis comme je disais tantôt, je viens de l'impro. Tu sais, c'est de là que j'ai découvert qui je suis comme bougeur, puis comme personne quasiment. C'est vraiment assez profond quand on touche à la technique d'impro, à se développer en partant de la vraie base, c'est-à-dire d'accepter ce qui est là puis de jouer avec. C'est précieux. Puis j'avais juste envie de faire ça. Je sais qu'il va y avoir il y a un peu d'impro à l'intérieur du programme de l'UQAM. Mais c'est aussi une discussion sur le fait qu'il n'y en a pas assez, tu sais. Puis, ouais. Surtout maintenant, l'impro prend tellement une place au niveau du processus de création même que ça devient vraiment essentiel d'être capable d'avoir des bonnes notions d'impro, même pour les interprètes, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est évident que c'est un langage... si on s'attend à ce qu'il y ait de l'impro, ça devient beaucoup plus facile de... ça devient bien moins stressant de partir de rien. Puis ou même de partir de quelque chose qui est flou. Le monde s'engage bien plus dans un processus quand on a la confiance que avec l'impro, on va vraiment se rendre quelque part. Puis chaque personne développe chaque personne approche l'impro différemment. Mais justement, à cause de ça, c'est bien de se rassembler une fois de temps en temps puis de s'essayer. Puis éventuellement, tu sais, au prochain projet, ça va être encore moins stressant de le faire. Et on a parlé maintenant de l'aspect plus formation, mais tu as également le labo de création qui s'en vient très bientôt. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le labo de création, en fait? Comment ça s'est développé? Quels vont être les enjeux désirés à travers ce labo de création-là, le format, la structure et tout ça? Encore là, c'est né de façon organique. Toujours en planifiant mon été. Pour moi-même, je regardais ce qui allait s'en venir. À l'école, on a la plateforme Passerelle qui permet de faire des projets. Ça, d'habitude, ça commence en 2e année. Puis moi-même, je savais pas... Je sais que je veux jouer dans des projets expérimentaux ou sur une plateforme qui nous comme Passerelle, qui permet d'être libre puis de juste s'essayer. Puis j'ai pensé soumettre un projet pour Passerelle ou de me greffer à un projet qui serait là avec les gens de ma cohorte ou de 2e année, par exemple.
Mais en même temps, tu sais, je parlais à la personne qui s'occupe de la location des studios à l'école, puis aussi un peu à certains profs qui avaient un peu entendu parler de mes projets, dont le truc de travail de partenaire, puis elle trouvait que c'est une bonne idée, des bons compléments. Puis en regardant les possibilités avec les studios, puis aussi en voulant faire des ateliers puis inviter des gens de tous les horizons, c'est le fun parce que ça permet de se rassembler autour d'une technique ou d'un prof puis de simplement travailler ensemble. Mais genre j'ai aussi pensé que puis aussi en maintenant avec du monde de l'ANMI puis de Concordia puis tout ça, je me rends compte que il y a peu d'interactions. Chacun a sa plateforme d'expérimentation puis de création, mais il n'y en a pas une qui est commune à tous. Puis l'UQAM est quand même ouverte à accueillir la communauté de danse. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, c'est une université, il y a beaucoup c'est lourd. Le système, tu sais, pour commencer pour qu'à l'intérieur du programme, il y ait des choses reliées à la communauté, tu sais. Par contre, il y a des ressources puis il y a des disponibilités pour que, en tant qu'effort d'un étudiant, qu'on ouvre les portes puis qu'on fasse ça. Ce qui manquait, c'était peut-être les ressources de gestion de cette chose-là. Puis moi, j'ai cette motivation-là. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont donné le feu vert pour utiliser 3 studios pendant 3 semaines, puis ouvrir les portes à des collaborations qui seraient pas encore arrivées. Et donc, le projet, le labo de création, à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Est-ce que c'est une période fixe, c'est 3 semaines, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une période fixe où les gens vont devoir être là à chaque jour ou est-ce que c'est un peu plus va-et-vient dans le labo? Si tu m'avais posé cette question-là à différents moments, j'aurais répondu différentes choses. Parce que c'est... il y a plusieurs mois, j'avais établi la base, genre le où et le où et le quand. C'est-à-dire du 11 au 30 août dans les studios de l'UQAM. Le comment, ça a été vraiment à travers les activités puis les rencontres. Je savais qu'il allait avoir des gens intéressés. Je savais pas exactement qui voudrait créer, qui voudrait interpréter. J'avais commencé mes communications juste avec une page Facebook. Là. Pour chacun des ateliers, j'avais fait juste une page Facebook qui décrit l'atelier. Pour certains, c'était assez, parce que de toute façon, c'est beaucoup du bouche à oreille. Dans le cas du labo, la page a pratiquement servi à rien, parce que ça fait juste un autre événement Facebook. Puis si tu comprends pas en 2 secondes c'est quoi l'événement, tu y portes pas attention. C'est comme ça que ça marche dans les médias sociaux. Mais bon, puisque j'avais organisé ces ateliers-là avec des enseignants puis avec des participants, j'ai pu en parler. Par exemple, à l'atelier de travail de partenaire, il y avait bien du monde là-dedans pour qui ça allumait une lumière, là, un labo de création interdisciplinaire avec tout le monde. Fait que ça m'a permis d'avoir quelques petites sessions, juste un petit 5 minutes à la fin du cours pour que les gens posent des questions puis on s'informe un peu plus. Fait que là, j'ai eu du monde qui m'ont communiqué, qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça participer, qui voudraient que je leur donne plus de détails. Mais dans le fond, les détails, ils se créent à mesure que les gens s'y intéressent. Fait que c'est ça qui est arrivé. Les gens ont commencé à me dire qu'ils voudraient participer à un projet. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça faire quelque chose. Puis, dans le fond, en ce moment, j'ai 3 personnes qui ont déposé un projet officiel. Donc, en tant que chorégraphe. En tant que chorégraphe. C'est vrai qu'au début, puisque c'était complètement ouvert, j'aurais aimé, c'est un genre de fantasme de quelqu'un qui aime l'énergie communautaire, mais j'aurais aimé que ce soit un genre de forum où autant les interprètes que les gens s'identifient pas nécessairement comme interprètes ou chorégraphes, qui font juste avoir un endroit pour exprimer leur désir puis leur besoin de bouger puis de créer. Éventuellement que de ça émergent des collaborations. Ça, je m'en suis rendu compte un peu plus vers, disons dans le mois de juillet où j'avais pas d'atelier. Là, j'avais vraiment l'occasion de parler aux gens. Il y a un petit quelque chose qui marche pas avec les communications juste par email puis un peu théorique sur un projet qui est pas encore arrivé ou qui a pas encore de vraie forme. C'est que les gens veulent faire des choses, mais
à part connaître les ressources, là, le quand et le où, il y avait quelque chose qui manquait. Fait que j'ai comme organisé un peu à la volée une petite activité gratuite. J'ai demandé à Laura Thomas, l'enseignante de Gaga, de faire une classe dans le but de que les gens bougent ensemble. Puis quand la classe finit, j'ai annoncé sur l'événement qu'on va avoir une discussion autour de ça. Donc, les gens ont eu l'occasion un peu de voir la chimie qui se passe naturellement entre eux. C'est ça. Et de voir justement comment ils pourraient travailler ensemble. Oui, exactement. Puis avec cette classe-là, bon, ça a donné, les gens une classe de Gaga, ça réchauffe, puis ça te met en action. Puis tu penses différemment à la fin, puis oui, il y a eu des interactions parce qu'on garde les yeux ouverts dans une classe comme ça. Puis on a introduit quelques petites activités de partenaires là, avec un mouvement basé sur le toucher puis tout ça. Puis ça a vraiment beaucoup aidé. À la fin, il y a une dizaine de personnes qui sont restées pour avoir une discussion. C'est là que j'ai la connaissais un petit peu, mais là j'ai mieux rencontré Andrea Peña qui va faire une des chorégraphies. Elle-même a rencontré une des danseuses avec qui elle aimerait travailler là. Fait que c'est vraiment ça a vraiment été utile. Je vois comment mieux planifier. J'aurais pu faire quelques activités, dont par exemple un atelier d'impro, quelques classes de ce genre-là. Puis au fil de l'été, les rencontres peuvent se former plus organiquement. Là, ça a été un peu soudain. Fait que finalement, au moins ça m'a permis d'avoir des soumissions de projets. Puis là, j'y vais plus avec le format. Bon, mais des chorégraphes ont quelque chose à proposer. Je vais aller leur chercher des interprètes. Puis là, je suis en discussion avec plein de monde. Hier, j'ai rencontré deux nouvelles danseuses que je connaissais plus ou moins. Fait qu'on s'est assis ensemble puis on a parlé. Fait que là, je deviens un peu... Au début, j'avais fait un formulaire que j'aurais aimé que les gens remplissent, mais ça marche pas vraiment. Les gens veulent pas remplir de formulaire. Puis de toute façon, il y a rien comme s'asseoir avec quelqu'un ou bouger, encore mieux, avec quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, puis c'est quoi l'énergie qu'on pourrait mixer, tu sais. Et est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes pour ça en ce moment? Ou? Ben oui. Les gens avec qui je parlais, jusqu'à il y a 4 jours de ça restait assez théorique. Puis maintenant que j'ai reçu les descriptifs officiels de chacun des 3 chorégraphes, puis là, aujourd'hui, en fait, je vais parler avec potentiellement une 4e. Maintenant, j'ai une idée plus précise d'où peuvent aller dans quelle équipe peuvent aller les interprètes. Fait que là, aujourd'hui, par exemple, une grosse partie de ma journée va être à recommuniquer avec ceux qui s'étaient dit intéressés. Je vais leur proposer un des projets. Je vais quand même leur laisser voir les autres. Je viens tout juste de mettre en ligne les projets sur le site web du projet du laboratoire, c'est-à-dire l'été.ca/labo. J'ai mis les descriptifs là-dessus. Il est possible qu'il y en ait un 4e qui s'ajoute, mais pour l'instant, on part de ça. Puis là, je vais composer l'horaire des 3 semaines là-dessus. Il y en a un qui va seulement commencer le 14. Idéalement, les 2 autres vont commencer le 11. Mais c'est ça, ça va être beaucoup basé sur les disponibilités des danseurs. Les chorégraphes, bon, ils se sont dit disponibles pour la plus longue période possible, c'est-à-dire ces après-midi-là. À part quelques exceptions. Puis pour ce qui est des danseurs, ben je vais essayer de trouver... Il y a une question d'intérêt, mais il y a une question de disponibilité. Ceux qui sont disponibles à participer dans je vais composer les équipes basées là-dessus. Et donc ça, c'était la première année du projet Nous sommes l'été. Déjà, il y a un bon succès tout de même qui en ressort à travers non seulement l'intérêt, mais aussi au niveau du potentiel, en fait, qui se retrouve, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à nouveau l'année prochaine? Oui, en ce moment, ça regarde bien. C'est un anglicisme, ça. En ce moment, je vois des possibilités pour l'an prochain parce que sans plan puis sans soutien, en fait, j'ai pas eu de bourse pour ça. Puis j'ai pratiquement tout fait par moi-même aussi. Je vois très bien comment avec un soutien financier, puis aussi avec un précédent créé pour que les gens sachent de quoi il est question avant même que les ateliers puis les activités soient choisis. J'aimerais ça que l'an prochain ce soit réinitié de façon encore plus communautaire, c'est-à-dire que c'est pas entièrement... Là, c'est moi qui ai choisi les activités en étant à l'écoute de ce que les gens veulent, mais ce serait le fun aussi une fois que la première année est passée, que les gens activement
se proposent ou proposent des idées selon ce qu'eux perçoivent comme besoin. Et une chose intéressante à mentionner finalement aussi, c'est que vous allez avoir une directrice artistique pour le labo qui est Manon Oligny, qui va... En fait, dans quelle capacité est-ce qu'elle va être présente pour le labo? En établissant les détails du labo avec la direction de l'UQAM, bon, c'est plus avec Alain qui s'occupe de la location des studios puis de la production, puis les enseignantes d'interprétation puis de création. Il était super intéressé par l'idée du labo. Il trouvait que ça ajoutait quelque chose qui manquait, surtout pendant l'été. Puis pour encadrer ça, ils ont proposé que Manon Oligny s'offre comme directrice artistique du labo. Puis en réalité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rencontrer chacun des participants, chacun des chorégraphes participants. Elle va leur offrir, dans le fond, un soutien. Il y en a là-dedans que c'est leur première création. Elle leur offre un soutien au processus de création. Puis aussi un œil externe si à certains points de leur processus de création, ils ont besoin de quelqu'un pour quoi que ce soit, mais elle va s'offrir comme œil externe / répétitrice. Mais c'est ça. Ça va aider les gens à se... Dans le fond, c'est un soutien aux nouveaux chorégraphes. Donc, c'est une autre façon, en fait, que l'UQAM t'aide dans ce projet-là. Exactement. L'UQAM soutient ce projet-là avec 2 gros cadeaux, c'est-à-dire offrir 3 studios pendant 3 semaines pour que les gens puissent interagir. Puis, Manon Oligny est une enseignante de création à l'UQAM. Donc, elle, ça fait aussi partie de son mandat que de s'intéresser à ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Fait que c'est pour ça qu'au fil de ces 3 semaines-là, elle va offrir ces heures-là aux chorégraphes, mais aux équipes aussi, parce qu'en tant que répétitrice même une équipe qui est formée de façon spontanée comme ça, elle va vraiment servir autant le chorégraphe que l'équipe elle-même. Et au niveau des manières de te contacter, en fait, comment est-ce que les gens qui seraient intéressés à soit participer au labo de création qui s'en vient du 11 au 30 août, ou de s'impliquer justement pour le projet l'an prochain pour vraiment mettre les mains à la pâte, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Ben c'est ça, que ce soit pour des idées... il y en a qui seront pas disponibles pour ce projet-ci, mais si ça les intéresse pour reprendre le flambeau ou participer l'an prochain, ou ceux qui veulent aller voir les propositions, on peut aller à l'été.ca. C'est le site du projet Nous sommes l'été. Là-dessus, il y a un lien pour le labo. Puis par courriel à nous.l'été@gmail.com, nous.lete. C'est ça. Excellent. Ben, Alex Trépanier, merci beaucoup d'être venu nous parler de ton projet. Donc, pour rappeler à tout le monde, vous pouvez aller sur l'été.ca, donc lete.ca, pour avoir plus de détails sur les cours qui ont eu lieu cet été et sur le labo de création qui s'en vient très bientôt et pour pouvoir appliquer pour participer si ça vous intéresse. Donc, Alexis, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous.
to do my best to tie in the next interview with the last 2 episodes of the Dirty Feet podcast. 2 weeks ago, we had Miss Sugarpuss on to talk about Stand Up Strip Down, which was a burlesque and stand-up comedy show being presented as part of the Off JFL programming. And then last week, we spoke with the Susan Alexander, who is the director of Ballet Divertimento. So this week, kind of smushed those ideas together, and we're going to be talking about the Blood Ballet Cabaret. We're going to be speaking with Miss Bloody Marianne, also known as Cami Abrahamian. And she is going to be talking about this little troupe that she's founded here, or not so little anymore, the Blood Ballet Cabaret, that you put together how many years ago now? It was in 2010, so about 4 years ago. Fantastic. And you're also presenting as part of Zoo Fest. Mm-hmm. The show is titled Illuminati. It's a play on words. We do that a lot in burlesque, so... Yes, well, it's fun to see this trend of burlesque infiltrating the comedy festival here in Montreal. It seems to be a really appropriate place to show some humorous kind of playful movement as a part of a comedy festival. So perhaps we can start at the beginning and talk about you personally and your relationship with dance, and then how that developed into where we are today with the Blood Ballet Cabaret. You started as a ballerina. Yeah, I did. I trained for 14 years in classical ballet, and then I stopped when I was 18 and took a break from dance for a while. I think distanced myself from it, and then the Blood Ballet started. To be totally honest, I was dating someone who thought I would be good at burlesque, and he took me to a burlesque show and then said, "Let's do our own burlesque show," and then we did it, and that's how the Blood Ballet was born, basically. I love that you've kept the name ballet in the title of your troupe. Yeah. I'm curious because a lot of the time when we talk to burlesque dancers, which we've had the honor of speaking to quite a few now on Dirty Feet, they tend not to come from a ballet background. They tend to come from either no performance to right on stage doing some burlesque, or a more theatrical background. Did you have any theater in your history as well, or was this a real transition from ballet to burlesque? I did some theater in high school when I was younger, but really, and now I do a lot more theater than I ever did. I mean, I have a play that I produce as well outside of the burlesque thing. So it was really actually burlesque that threw me back into the theater world, I would say, yeah. But I mean, people come from all different backgrounds and stuff. Most people have some kind of stage or performance experience when they get into burlesque. And if they don't, then they figure it out, you know. Do you think that your ballet background influences and affects how you perform? Yeah, absolutely. I mean, I think a lot of the movement aspect of it came to me quite naturally. And I have done some ballet burlesque combinations. It's not the easiest because most of the stages that burlesque performers are performing on aren't, you know, welcoming of point shoes and certain moves and stuff like that. But I've done some acts on point. I did like a balloon act once on my toes. That was fun. Yeah. Yeah, I guess burlesque stages tend to be a little smaller, a little creakier. Yeah, a little bit more rough, covered in things that you don't want to dance on. Yeah, that's kind of gross. I mean, you should see my point shoes now. They're shot because of a few acts I did on them. One thing I find really interesting here is that you actually mentioned being on point and fun in the same sentence. That's not something we hear often. Yeah, this is true. People are always a bit confused about how that works. It's painful, but it's something that you grow into, you know. It's not like I just, you know, got on stage and they just threw me on my toes. It's years and years and years of training. That's what a lot of people, I think, don't realize, you know, like when popular ballet movies come out, like Center Stage came out when I was 14 or something, and all my girlfriends, you know, oh, we want to be ballerinas. And it was really, really frustrating for me because it's like, I've been doing this since I was 4. You can't just be a ballerina. Your hips grow into it. Your toes grow into it. You get beaten into it, basically. And then it's, you know, kind of up to the ballet teacher to decide, okay, your feet are ready, because your arch has to be
developed, and the muscles in your feet have to be able to withstand the weight and stuff like that. So it's work. For sure. I remember growing up too that I had to work to get to the place where I could wear a tutu, and that was pretty exciting as well. That's very exciting. It is. Yeah, it's true. because they don't just give everybody a tutu. No. So for the Blood Ballet Cabaret, I've been calling it a troupe. Is that accurate? Yeah. Okay. I call it a family. This is my family. It's really sort of the philosophy that I try to, work with, I suppose, just because there's a lot of drama in showbiz in general, in burlesque especially. It's mostly women. It could get catty, and so I try to sort of, and it really was a family from the beginning. It was kind of, it started off a bit messy, and then everybody who participated with the Blood Ballet has really developed their craft so much since the beginning, and now most of them, I would say almost all of them, are either have produced their own shows or are producing their own shows and have gone off to participate in festivals and stuff and done really well. So it does have that kind of, motherly, family-like feel to it between all of us. There's a lot of love and emotion in it. I do get the impression that the kind of burlesque and as I understand it, there's a bit of circus arts involved too, that you kind of become transient and what do you call it? Like a solo agent? Like you have your bits and you bring that to the table in different showcases. Mm-hmm. Is that kind of the structure of the Blood Ballet Cabaret? I'm a bit confused. It's composed of different people bringing their own things to the show. We always try to do one theme or one story, and then people either will happen to have an act that fits perfectly with that theme, or they maybe will tailor one of their acts to fit with the theme or create new ones entirely. And what that did when we had the monthly residency for a year or two at the Belmont, which is really where the Blood Ballet really thrived, was it pushed performers to develop new acts every month. And, if I talk to some of the original crew now, they say that was kind of what propelled it pushed them to push themselves and to push their own style and to refine it and stuff like that. So it was really a nice place to do that. One thing that I find interesting with this, having to create an act a month, basically, from a lot of burlesque performers I've talked to, there's a lot of costs involved in creating a new act quite often. How did you work around that, creating a new act every month? That's a great question, because I remember the first time I met one of my favorite burlesque performers in Montreal, Bon Bon Bombay, and I told her, she said, "Oh, you're doing a monthly burlesque show?" I said, "Yeah." She goes, "Well, how are you doing? How's it working out for you creating these acts?" I said, "Yeah, I do about 3 new acts a month." And she looked at me kind of like I was a complete and utter psychopath. And I said, "Well, how many acts do you come up with every year, month, year, whatever?" She goes, maybe about 1 a year. And it was like this shocking. The thing is, though, there's different people put different effort into creating their acts. It really depends on the performer. Some people spend a lot of time on developing one act and then just focus on that. And then some people just kind of wing it or do really minimal pieces, I did it out of necessity because, my acts usually for the shows were the acts that were stringing the story together. I didn't expect other people to do that for me. That's the expectation I had for the show, to have it as some sort of narrative, so it was up to me really to come up with that and to work towards that. But I was also the producer, so it was quite a bit of work. And in terms of costs, it's a well-known fact, burlesque is not exactly the easiest thing to make a living off of, unless you're doing a lot of corporate gigs and stuff like that. So that's why we really like when people come out and support us, and we're really appreciative of that, just because it's not easy. Is this your first time participating in ZooFest with the Blood Ballet Cabaret? It's our first time with ZooFest, but we did Just for Laughs 2 summers ago. And that was when there was no burlesque shows happening at Just for Laughs. Oh. So we were really lucky. But since then, since the Blood Ballet started, many burlesque shows have popped up, and which is really great. It's become very popular, so now there's a bunch.
And when it comes to the crowd, do you feel that the audience coming to your shows as part of Just for Laughs, or in this case, for what you expect for ZooFest, is it a similar crowd? Is it the same crowd? Or is it a different type of crowd that will react differently? I think generally people who come to burlesque shows kind of know what to expect to a certain extent. Even if they haven't been to a burlesque show, they know the idea of it. Obviously, you get the odd audience member or group of audience, that is completely shocked and doesn't know what's happening. But I mean, if we're comparing ZooFest and Just for Laugh audiences, that's a different question. But in general, I think people know what to expect and they're pretty excited about it. How could you not be? And I'm going to keep sticking with the audience because I find that audience and burlesque performers interaction is quite often a fundamental aspect of a show. Mm-hmm. How do you approach both you as a performer and you as a producer of the show and the Blood Ballet family? How do you approach this audience interaction? Is this something that you put a lot of focus on? Yes, absolutely. And how so? The more the better. That's the most interesting part of performance, I think, in general for me is really keeping that at the forefront of of your mind when you're choreographing acts or when you're producing a show, is to keep that audience participation, interaction aspect in mind. How do we approach that? I mean, it depends on the performer, it depends on the act. I know I really try to, a lot of my acts will bring somebody up on stage, to play with them. That's obviously sometimes a little bit risky, because you never know what's going to happen, but that makes it really fun and exciting. And also, already a lot of the performers with the Blood Ballet do interact with the audience, so it's kind of easy. Sometimes I encourage it, obviously, but sometimes it just happens naturally. But all of it has to do with the interaction with the crowd, Rarely do you see a performer go up there and, not make eye contact with the audience or not, throw a wink or a smile or like a knowing. And even for the audience to be cheering and laughing, that is interaction, right? Because you're showing solidarity with the performer's story. One thing that I discussed with Ms. Sugarpuss when she was on the show 2 weeks ago is the question of ethics when mm-hmm. it comes to audience participation. Mm-hmm. Is this something that you've discussed with the Blood Ballet family? How, if there are limits as to what can be done with an audience member, how to read and respect people's limits and their own, if they are willing to go on stage or even just sitting in their chair, are there limits that you impose that you won't cross, Yeah, I mean, it's really based on how you feel in the moment. You make your best judgment possible. Also, you have to realize when we're up on stage, we're not going to bring up, the most uncomfortable, stiff-looking person in the crowd, or we may play with them a little bit and then move on if that's the case. But we're not there to make people feel uncomfortable, right? And it's quite rare that you're going to have an audience member that's opposed to being played around with a little bit. It's rare. It happens for sure, but that's also something the host sort of preps them for. That's why they're there, to say we're powered by your cheers. We really encourage for you to be playful and to be open to this, stuff like that. If I'm not mistaken, you as a burlesque performer have ventured into less liberal territory as far as, presenting work in other countries. Mm-hmm, do you want to talk a bit about those experiences? Yeah, those are my favorite. That's more or less why I'm interested in burlesque, actually, it doesn't really excite me to do shows in cities that already have burlesque. Like we've done a couple of shows in New York and it was like, okay, cool, but there's 1,000 burlesque shows in New York, so it's not that exciting for me. So right off the bat, when I started to do burlesque, I immediately tried to find ways to sort of travel and to do shows in interesting places. So we've done, I went to Tokyo, which there was a little bit of a burlesque scene there. So that was kind of, it's small, but that was nice. And then I've performed in Israel. I did the
the very, very first burlesque show in history in Panama City. That was really exciting, and that was sort of, my favorite moment, I suppose, in my burlesque career, because a lot of people came out because they were really interested in something new and something exciting. And then a few months after I left, actually, some of the girls who had come to the show, who had been following the Blood Ballet, they wrote me and they said, we just wanted to let you know that there is we are starting our own burlesque troupe now in Panama City, and we want to thank you for bringing it here and for inspiring us. And now, we're doing our own thing, and that's more or less because of the Blood Ballet. So that was sort of my most proud moment, I suppose. Like, if I can bring burlesque to places that it doesn't really exist at all or much, and it inspires people to do their own thing, and I think that's my favorite part of burlesque. Yeah. There's been a burlesque revival of sorts, or a burlesque scene established in Montreal for quite a few years now. Mm-hmm. But one scene that is starting to emerge out of that also is the boylesque scene, so male burlesque performers. Do you have any male burlesque performers as part of your family? Not a regular presence, but we've had burlesque performers in our show for sure. The thing is, when we started doing burlesque in Montreal, there weren't that many burlesque performers. When I was approached by one, I would invite them to participate in the show. But like I said, when we were doing our monthly residency here, there weren't that many. I mean, I haven't lived in Montreal for a couple of years now, so I don't really know how big it is now. I know that in Toronto it's quite huge. There's even a boylesque troupe there now. I don't know if there is one here, but I think that it is something that will grow further for sure. Yeah. And you're established in Toronto now? No, I'm not really. I'm established right here. What you see here. I don't really have a home. In your suitcases? In my suitcase is my home. Yeah, basically. After the Blood Ballet, I sort of once we started traveling a bit more, and I started doing my master's in a school in Switzerland that was like a nomadic program, so it allowed me to be gypsy-like and transient. And so since then, so basically for the last 3 or 4 years, I've been nomadic. It's not as glamorous as it sounds, as much as it seems very exciting from the outside. If you go on my Facebook and you see all my Instagram posts from around the world, and it seems really nice, but it's difficult. I crave having a home. I crave stability. I crave all those things that most people have and, take for granted. So. And can I ask what you're doing your master's in? I graduated last year. I did my master's in art therapy with a focus on digital media and education. So. And is this something that you're bringing in more and more into your approach to burlesque? To my approach to performance and my art in general, I would say, yeah. Art has always obviously been something that's therapeutic for me and for those around me, I suppose, in one way or another, whether we discuss it or not. It just is, which is why I decided to pursue my master's in it. In bringing it into burlesque in general, it's a bit of a wide question, I think, because the practice of art therapy is sort of somewhat structured or something but the philosophy of it, yes, absolutely, we bring it in. Mostly, in my opinion, I think the reason why burlesque can be quite therapeutic, or the most interesting reason, I think, is because it makes us more comfortable with our bodies and with our sensuality, and also encourages the audience to do so as well, So I think that's a really nice thing. Perhaps we can go back to Illuminatis, and you can let us know a bit about the show that's being presented as part of ZooFest. It has started already, but you've got a weekend left still here in Montreal. And can you tell us what is specific about this show, this production by the Blood Ballet Cabaret? Yeah, this is our most favorite theme, I think. It's Illuminatis. We're referring to the Illuminati, and so the theme of the show is conspiracy theories. So it could be pretty political. It could be kind of edgy. It might be stepping on a few toes,
as burlesque generally does. But yeah, we took the show on tour last year to 5 different cities, and then when ZooFest approached us to do a show, we decided, okay, let's do our most favorite show. And yeah, so it's midnight, Thursday, Friday, Saturday at Cafe Cleopatra. So we're hoping to get a good crowd this weekend. It's the last weekend of ZooFest. We're trying our best. And where can our listeners get more information about the Blood Ballet? They can go to www.bloodballetcabaret.com. You can get all the information you need there, check out videos, and you can also, there's a ticket link to get tickets for this weekend's show as well. Perfect. Thank you so much. We've been speaking with Miss Bloody Mary Ann, otherwise known as Cami, here in studio about the Blood Ballet Cabaret's show at ZooFest, Illuminatis. Thank you very much. Thank you. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.